Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, il y a un petit délai du côté de... Ouais, mais au moins, j'ai l'impression que le volume est bien réglé. Est-ce que vous m'entendez bien du côté du chat? Oui, c'est bon. Ok, parfait. On va pouvoir switcher sur... Oula, je suis coiffé avec un moulin à légumes, c'est horrible, mais c'est pas grave. Bon, nickel, on prépare tout comme il faut. Ok. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21h, mes frolos. Mesdames et messieurs, nous avons donc inauguré la saison 2 de Radio Dojo avec Jean-Michel Salmon sur les questions du Brexit. Bon, avec les problèmes techniques qu'on a connus, on en a rencontré quelques-uns, ce qui explique notre léger retard. Mais à maxima culpa, Discord a été un peu capricieux. Mais bon, plus de peur que de mal, donc on va pouvoir enchaîner sur le sujet d'aujourd'hui. Comme vous le savez, sur Radio Dojo, on a très souvent accueilli des gens pour parler d'animation japonaise, qui est un sujet qui passionne non seulement moi, mais également certains de mes modérateurs. Même si on parle également littérature, tout ça, vous savez que Radio Dojo, c'est très diversifié culturellement. Mais on s'est dit, pourquoi ne pas parler d'une revue qui a été très importante pour les jeunes de ma génération ou de la génération de nos grands frères, qui est Animeland. Et pour en parler, on s'est dit avec ma modération, et notamment mon cher ami Pinours, que je salue puisqu'il est sur le chat, pourquoi ne pas carrément inviter quelqu'un qui est dans les rangs et qui est assez haut dans les rangs, puisque mon invité de ce soir, il a été pendant un temps rédacteur bénévole sur des sites comme orge.net et footespagnol.fr, ça m'a surpris parce que oui, j'ai fouillé sur ton LinkedIn un petit peu. Puis il a été rédacteur pro sur différents magazines, football, Animascope, et il a été également pigiste pour Japan Live et Codenmag. Et puis en 2014, il rejoint l'équipe d'Animeland, d'abord en tant que journaliste indépendant, puis en tant que membre de la rédaction à part entière en janvier 2021, et depuis juin 2023, il est co-rédac chef. J'ai fait la faute lors de l'annonce, ça c'était... Mais il est co-rédac chef. Je vous demande d'accueillir Bruno de la Cruz. Salut à toi. Salut, pour être tout à fait complet, donc co-rédacteur en chef avec Joséphine Le Mercier, quand même la seule rédactrice en chef dans le milieu du manga et de l'animation japonaise, donc c'est bien de le rappeler. D'accord. Et sinon, et merci je te pour posais la l'invitation, question. évidemment. Bah pas de souci. Comment tu te portes? Bah très bien. Hasard du calendrier, aujourd'hui on a reçu les justifs, donc c'est-à-dire les premiers exemplaires avant qu'ils sortent en kiosque du nouveau numéro d'Animeland. J'aurais adoré vous le montrer parce que je pèse mes mots, c'est vraiment un contenu exceptionnel qu'on va proposer le 9 octobre prochain. Mais malheureusement, je suis obligé d'être raccord avec la com. Donc voilà, mais on est très heureux parce que c'était un numéro extrêmement dense, le plus dense, je pense, depuis la nouvelle formule, sur un sujet très difficile. Et donc voilà, d'avoir reçu les exemplaires aujourd'hui, d'avoir pu, c'est le boulot qui se matérialise. Ben voilà, on est très content, mais on pense déjà au prochain numéro, donc très motivé. Pinours, mon modérateur, qui répond: j'espère qu'il y aura un dossier Kinnikuman. Pinours, c'est bon, arrête. On a compris que t'aimais bien Kinnikuman. Alors, Pinour, que je salue, je l'avais vu d'ailleurs à Angoulême il y a 2 ans, je crois. Kinnikuman est mentionné plus d'une fois dans ce numéro. Ah bah c'était Voilà. c'était sur le ton de la boutade, mais du coup il y avait une part de vérité. Bon bah voilà. Ok. Dans un premier temps, on va parler un peu de toi parce que tu es aussi là pour ça. Comme je l'ai dit avant, tu es co-rédac chef d'Animeland. Tu as beaucoup travaillé dans le journalisme de l'animation. Quelle a été ta porte d'entrée à l'animation Dans en le général? milieu, dans l'animation en général, bon évidemment quand j'étais tout petit. Ok. Quand j'étais tout petit, évidemment qu'il y avait Disney qui passait par là, Pinocchio et Alice au Pays des Merveilles quand j'étais vraiment tout petit. Mais après, c'est vrai que quand mes grands frères m'ont montré l'animation japonaise et le manga, ça a été évidemment un tremblement de terre. Alors évidemment, Dragon Ball, comme beaucoup, moi je suis de 87, juillet 87. Donc immense découverte, mais assez vite. Par exemple, j'ai pas du tout aimé l'ambiance du club Dorothée.
J'étais pas un enfant de Goldorak ou d'Albator parce que c'était un peu plus vieux. Moi, j'ai vraiment mis des mains à l'époque des OVA. Et donc, Ninja Scroll et Lane, ça a été vraiment mes deux plus gros tremblements après Dragon Ball, artistique d'un point de vue d'animation. Et c'est quelque chose que j'ai toujours, c'est-à-dire que ces espèces d'œuvres violentes comme ça, c'est ce que j'aime le plus. Donc, euh, donc voilà, Lane et Ninja Scroll, ouais, incontestablement parmi ce qui a eu le plus d'effet sur moi. Après, évidemment, il y a eu Akira, Metal Hurlant, qui est pas de l'animation japonaise, et d'autres trucs. Mais ça, j'ai vu les cassettes, parce qu'à l'époque, il y avait des cassettes, des VHS, je ne sais combien de fois. Alors, Ten31 qui est dit, tiens, tu dis OVA, mais le magazine écrit encore OAV. C'est faux. On a uniformisé en OVA, et s'il y a OAV, c'est un oubli, une coquille, mais nous avons uniformisé en OVA. Et salut Ten, je vois qui c'est. Hmm. Donc, est-ce qu'il y a eu un point culminant, c'est-à-dire un animé qui t'ait fait dire, tiens, bosser dans le journalisme de l'animation, ça me plairait bien. Lequel est le truc qui t'ait fait dire, tiens, je vais me bosser là-dedans? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que ça c'est juste venu, ça a été un concours de circonstances? Bah, c'est vrai que assez jeune, je voulais faire du journalisme. Quand j'avais 13 ans, et même un peu avant, je lisais énormément la presse sportive. J'achetais La Provence tous les jours et d'autres magazines comme But, etc. ou France Football. C'était ma grande passion, c'était de devenir journaliste sportif. Enfin, essayer d'être footballeur, mais j'étais naze. Donc, essayer de devenir journaliste sportif. Et quand j'ai déménagé à Paris la première fois, donc là, j'achète l'équipe tous les jours et je me dis c'est vraiment le métier le plus intéressant, le plus excitant. À cette époque, à la télé, commençait à arriver de plus en plus d'anciens sportifs ou de consultants pour commenter. Donc le foot commençait à avoir un niveau d'analyse plus poussé, plus technique. Et je découvre donc Animeland à ce moment-là. Et je me souviens que lorsque je regardais Lane, je comprenais rien, mais ça me plaisait énormément. Et le premier Animeland sur lequel je tombe, il y a une explication de Lane. Et je me dis, ah ouais, je me dis en fait, contrairement à Dorothée Magazine et ces conneries entre guillemets que je lisais quand j'étais plus petit, Animeland n'est pas là pour me faire un résumé de ce que je viens de voir, mais pour m'expliquer un petit peu non seulement ce que je viens de voir, mais surtout qui est derrière les œuvres. Et donc Yoshiaki Kawajiri, je commence à comprendre qui est Yoshiaki Kawajiri, Madhouse, ok, je commence à comprendre l'animation, les designers. En fait, le magazine m'expliquer un peu les rouages de tout ça. Et à partir de là, c'était clair pour moi, être journaliste soit sportif, soit dans cette culture manga, animation japonaise. À ce moment-là, j'ai 13-14 ans. Je n'étais pas du tout un élève brillant, mais j'avais créé mes premiers journaux, un journal de manga, un journal de foot. J'en faisais 2 par semaine. Ton propre Je faisais mes fanzine? petites. Ouais, bah ouais, bon, j'aimais bien dessiner, voilà, je faisais des dessins tout pourris, mais je faisais des petites chroniques, des analyses de matchs, machin, et ça me passionnait, ouais. D'accord. Et sur ton LinkedIn, on peut voir que tu as beaucoup alterné entre journalisme sportif et journalisme dans l'animation. Est-ce que t'as eu besoin d'une certaine gymnastique cérébrale pour jongler entre les deux ou ça s'est fait assez naturellement? Ah, c'est marrant comme question, mais je les analyse presque un peu de la même manière, en Ah, réalité. J'ai eu la chance enfin la chance. J'ai d'abord commencé à écrire en ligne sur le foot, sur le football. En fait, moi, j'ai eu un ordinateur assez tard. Enfin, comparé à la génération maintenant, j'avais presque 17 ans quand j'ai eu mon premier ordinateur. Et j'étais pas du tout un gars qui allait sur les forums. Et même si je connaissais Animeland, j'allais pas sur le forum d'Animeland, j'allais pas me mêler à plein d'autres forums. Bon, je suis déjà un garçon un peu réservé dans mon coin. Ça me plaisait pas et le peu de choses que je trouvais, bah, je voyais pas toujours des gens qui appréciaient la même chose que moi. Je suis pas du tout unique ou quoi que ce soit, mais je trouvais rarement des gens qui parlaient de Lane ou de Ninja Scroll ou quoi. Donc je m'en suis éloigné. Et puis par contre pour le football,
il y a, tous les jours, j'allais sur Internet pour écouter la musique ou regarder les infos football. Donc, j'ai écrit d'abord sur le football. Et c'est comme ça que j'ai un petit peu professionnalisé mon approche du journalisme. Vraiment prendre des sources, traduire. Je suis espagnol d'origine, donc je pouvais comprendre aussi les sources espagnoles, etc. Et lorsque j'ai essayé de démarcher, de montrer mon travail de façon plus professionnelle pour être recruté chez Animeland ou ce genre de choses, ça n'a pas été une gymnastique, mais c'est factuel. C'est-à-dire que je suis pas là pour interpréter. Le football, quand j'analyse le football, je me dis pas le joueur a voulu faire ça ou ça. Non, c'est dans les faits. Il a perdu tant de ballons, il est resté dans telle zone, son entraîneur a déclaré ça. Donc c'est un truc que j'ai pris dans l'animation et le manga. Moi, je suis pas là pour te dire Tsutomu Ei critique la société de masse, la consommation de masse dans Blame. Non, je vais pas interpréter ça. Je vais plutôt aller sur le factuel. Qu'est-ce qu'il a dit dans ses interviews? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Comment est-ce qu'il dessine? Est-ce qu'il y a des sources japonaises? Comment est-ce qu'on peut traduire? Donc voilà, ça, je le traite pas différemment. Dans la presse football, donc du coup dans la presse footballistique, t'es pas du tout dans le délire, dans le délire un peu à la Pierre Ménès, pronostic, ouais, mais t'as vu que ça va se finir comme ça. Toi, t'es vraiment dans le factuel, quoi. Pierre Ménès, attention, hein, il a été très fort à un moment donné, mais après, non, non, moi, puis moi, ce qui me plaît surtout, c'est vraiment enfin, j'aime le côté tactique du football. Je suis pas dans les déclarations ou dans les trucs comme ça. Moi, j'aime vraiment savoir comment jouer au footballeur, comment il se comporte sur le terrain. Enfin, voilà, après, je vais peut-être ennuyer les gens avec tout ça. Et puis surtout, j'ai aussi écrit sur le football japonais, sur la B2 japonaise. Je me lève à 4 heures du matin pour voir les matchs. Donc, il n'y avait pas juste ce côté pimpant du football ou star. J'ai fait des analyses du football croate, slovène. Je me passionnais par tous les footballs. C'était pas une question de niveau. Et l'animation, c'est la même chose, en réalité. Je m'intéresse à toutes les animations, tous les niveaux, les indépendants, les professionnels, etc. Donc, j'ai eu la même approche des choses. Pas toujours le plus fun, tu vois. Le grand public s'en fout un peu de savoir quel est le placement moyen du latéral droit qui joue dans une équipe moyenne de Ligue 2, tu vois. Mais pour savoir son placement moyen, il faut regarder ces matchs, il faut regarder cette Ligue 2. Tu vois, des fois, il y a des joueurs qui signent dans des clubs, on les connaît pas. Ben, moi, j'attendais pas d'écouter l'avis des gens. J'allais voir les matchs, tu vois. Donc, je téléchargeais des matchs. Il y avait beaucoup de types qui uploadaient, qui chargeaient des matchs sur des serveurs. Enfin, bref. Donc, je fais pareil pour l'animation et le manga. D'accord. Tu disais du coup que tu nous avais expliqué comment tu avais découvert Animeland, mais du coup, c'est à quelle Ouais. période exactement que tu découvres Animeland Donc, c'est ma première année à Paris. Donc, je monte en 2001 et j'ai 13-14 ans. Donc, moi, je suis Marseillais. Enfin, peut-être que sans 100 ans, je suis Marseillais. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie en Corse, mais j'ai fait une petite année à Paris. 2 ans, pardon, à Paris en 2001. Et c'est à ce moment-là, donc euh, pour la première fois, je vois vraiment beaucoup de boutiques manga. Et donc en kiosque, je suis tombé sur ce numéro avec Lane en couverture. Et, euh, Hmm. et après, voilà, après tu découvres autre chose. Tu avais une rubrique sur ce qui fonctionnait, enfin sur ce qui était diffusé ou prépublié au Japon. Il y avait des chroniques sur tous les tomes de manga qui arrivaient. Il y avait des interviews. Enfin bref, le magazine a été une révélation pour moi. Mais il n'y a pas que pour toi, je me rappelle à un moment, lorsque j'étais maître de conférence pour un salon virtuel, j'avais reçu le chanteur Lightning, chanteur de visual français, Ah oui, qui s'était... je Et il connais. nous avait expliqué qu'en gros, quand il habitait à La Réunion, il était tombé sur une revue d'Animeland qui parlait du visual, qui parlait de X-Japan, et il a dit... Ah mais c'est trop bien, et c'est comme ça qu'il a commencé à découvrir cette musique là et qu'après il s'est acheté ses instruments, qu'il a commencé à faire la musique lui-même. Donc c'est marrant de voir que ça a été un piédestal pour beaucoup d'artisans français aussi, ce magazine. Mais il faut comprendre une chose, c'est que enfin, la plus jeune génération va forcément avoir un peu de mal à saisir, mais avant le magazine, on l'achetait pour savoir quand est-ce que le prochain tome de notre manga préféré allait sortir. C'est quand même une dinguerie. Aujourd'hui, bon, vas-y, le prochain tome de je sais pas quelle série, j'ai Agin devant moi, mais c'est fini, Full Night.
Bon, mais t'as la réponse en 2 secondes. Bah, avant, quand on attendait l'Animeland, il y avait le planning. Les éditeurs se battaient littéralement pour être dans l'Animeland. Et celui qui n'y était pas, bah, perdait Il n'y avait pas cette une vraie spontanéité exposition. qu'on a avec Internet, quoi. Il y a pas cette spontanéité, il y avait pas cette spontanéité qu'on a avec Internet aujourd'hui où c'est tout le temps, ça déroule, Bah, quoi. Ah oui, oui, non, t'avais pas du tout, il y avait pas du tout ça. Après, Animeland a raté un peu son virage Internet, ça c'est une autre question. Mais le magazine on t'expliquait les dates des prochaines conventions, les prochains tomes, quand est-ce qu'ils allaient sortir, les diffusions télé, tel animé qui arrivait à la télé, à telle chaîne, etc., en telle version. Donc c'était essentiel d'acheter le magazine pour savoir ce qui se passait en France. Le magazine n'a pas tout bien fait, il y a eu des erreurs, etc., évidemment, mais mes aînés ont quand même fait un énorme, énorme travail d'information et pour expliquer aussi aux gens qu'est-ce que l'animation japonaise, à une époque où elle était quand même particulièrement mal vue. Ben, tu disais que c'est un magazine qui a eu des périodes à vide et bon, je te demande pas non plus de cracher dans la soupe, évidemment, mais selon toi, tu m'as dit que tu as commencé à lire en 2001. Quelle était, selon toi, Ouais. la meilleure période du kiosque? La meilleure période, c'est celle où vraiment, est-ce qu'il y a une période qui était meilleure que les autres ou c'est à peu près équivalent? Bah, sur le plan qualitatif, c'est délicat de répondre parce que bon, le magazine a eu plusieurs rédacteurs ou rédactrices Oui, en chef. Et surtout, il faut bien saisir qu'un magazine, c'est un collectif et que donc, au sein même d'un magazine, je bien trouvais sûr. des articles extraordinaires, je trouvais des articles moins bons. Mais une chose que je me suis toujours appliqué à penser, c'est je n'achète pas un magazine pour être d'accord avec lui. Quand j'achetais l'équipe, Bien sûr. j'achetais l'équipe tous les jours. Tous les jours, il y avait une analyse que je ne partageais pas. Au bout d'un moment, je pensais avoir un petit peu compris un peu le football, même si on le comprend jamais totalement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il a fait un super match, ce latéral droit. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, dans l'animeland, c'est pareil. Ah, là, ils disent que Bien sûr. cet animé, techniquement, il est moyen. Moi, je suis pas d'accord. Il y a de la qualité. Mais je l'achetais pas pour être d'accord avec lui. Donc, il y a toujours eu Yes. du bon, et du moins bon. À toutes les Il faut, époques, tous les numéros, et même maintenant. il faut savoir ébranler ses convictions. Moi, c'est quelque chose que je voudrais dire. J'en profite pour passer un petit message pour ceux qui. Il y en a quelques-uns qui m'ont reproché d'avoir reçu des gens un peu axés à droite sur Radio Dojo. Mais c'est normal. Dans Radio Dojo, la pluralité d'opinions et la liberté de ton, ça a toujours été le maître mot de l'émission depuis qu'on l'a créé avec les modérateurs. Donc voilà, nous discutons avec tout le monde de différents sujets culturels et politiques. On est ouvert à tout. Sur ce point-là, oui, effectivement, des fois il faut savoir ébranler ses convictions et se confronter avec des gens quitte à se dire mais non mais il a rien compris, mais au moins des fois quand on lit le truc on se dit ah il y a peut-être deux trois éléments à retirer effectivement. Euh, euh, depuis que tu as rejoint Animeland en 2014 en tant que journaliste indépendant, euh, comment tu es finalement arrivé à ce stade à bosser avec eux en fait? C'est-à-dire que t'as commencé, t'es lecteur en 2001, tu arrives en 2014, ça a été quoi comment t'as eu cette chance-là? Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Pas de Donc, souci. j'arrive à Paris une première fois en 2001, je fais 2 ans et après je pars vivre en Corse. En Corse, Annie Méland, c'est quasiment mon meilleur ami parce que, bon, j'ai aussi d'autres amis évidemment que je salue, mais faut savoir qu'en Corse c'était plus délicat parce qu'à Paris, les mangas, bah, tout le monde lisait Lovina, GTO, les titres du moment. Mais j'arrive en Corse, déjà pour trouver un manga, c'est très compliqué. Moi, j'étais pas à Bastia, j'étais à Calvi, dans la Haute-Corse, les plus belles années de ma vie au passage. Et donc j'ai très peu accès à tout ça. C'est difficile. Donc bref, je fais mes études, je fais du droit et je fais ensuite une école de journalisme à Paris. Donc je reviens en 2011, ouais, 2011. Et là c'est simple. J'arrive à Paris, je suis dans une école de journalisme. Donc je suis en plein dans mon rêve parce que c'était difficile. J'étais absolument pas programmé pour réussir ce petit parcours là. Et ben, je suis allé taper à la porte de l'équipe et je suis allé taper à la porte d'Animeland. Et ils m'ont dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas dans un film. Donc, voilà. Alors, l'équipe m'a vraiment dit ça. Animeland m'a dit ça de façon plus sympa. Elle m'a dit, il y a d'autres moyens. Envoie-nous tes sujets, envoie-nous tes articles. Et donc, je leur envoyais à peu près 25 articles chroniques par semaine. Parce que sur leur site, ils avaient fait un appel à des chroniques bénévoles.
Et donc moi, j'avais pris leur base de données, j'avais fait la liste de toutes les œuvres qui étaient pas chroniquées sur leur site. Avant, tu allais sur le site, tu cliquais sur, je sais pas, Vampire Hunter, tu cliquais dessus, tu avais une chronique, les références de la base de données, les auteurs, etc. Mais certains animés n'avaient pas de chronique. Donc j'ai fait la liste de toutes les chroniques, enfin de toutes les œuvres qui n'étaient pas chroniquées, et chaque semaine, je leur envoyais 25. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, bah, lui, il est vraiment motivé. Il est motivé. Et, ah ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai menti. Je me suis présenté pour un stage, mais j'étais pas encore, j'avais pas de convention. Parce que j'ai fait une année de journalisme. La deuxième année, j'ai fait une pause parce que l'école de journalisme, ça coûtait 7 000 euros, 6 000 et quelques, et j'avais pas les sous, donc j'ai fait une pause d'une année pour économiser, sachant que même lorsque j'étais à l'école de journalisme, j'allais au boulot, j'étais caissier chez Casino, à Maison-Alfort. Donc, je pouvais pas enchaîner avec la deuxième année. Et pendant cette année sabbatique, je leur ai menti, je leur ai dit, bah oui, je veux faire un stage. J'ai fait tous les tests, j'ai tout passé, je suis allé à l'entretien. Bah ok Bruno, super, on veut te prendre en stage. Et j'ai dit, mais je suis désolé, j'ai pas de convention. Donc là, ils étaient un peu, bah ça se fait pas. Justement, j'allais dire, t'es sûr de vouloir dire ça en public? Oui, parce qu'après, voilà. Et ils m'ont dit, mais écoute, on voit que bon, il y a quand même une envie et un peu de qualité. Donc ils m'ont proposé ma première pige. Donc ma toute première pige, je l'ai créée à ce moment-là. C'est un portrait de Yoshihiro Togashi. Et l'année d'après, je fais ma dernière année de journalisme. Je peux être conventionné et je fais un stage. D'accord, mais ils sont au courant depuis, hein, parce que là tu dis publiquement, oui, Oui, j'ai pas fait oui, les bah, choses que dans l'ordre. Parce que là, je suis là, bon, si. d'accord, scoop. Si, là, ils savent tout. Puis surtout, la personne qui a cru en moi et qui m'a pris à ce stage, donc Steve Noman, bah, je lui dois quasiment tout dans ma micro-réussite. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a formé, qui m'a pris sous son aile en stage. Il faut savoir qu'à cette époque, attention, hein, quand je vais chez Animeland, c'est la fin. Tous mes collègues de l'école, ils veulent aller chez M6, etc., etc. Moi, je vais chez Animeland, c'est la fin. Mon premier jour de stage, je dis bonjour à monsieur Olivier Fallet, c'est son dernier jour chez Animeland. Donc, Olivier Fallet, historique rédacteur en chef, qui est maintenant le numéro 1 de Crunchyroll France. Un homme très gentil, vraiment, qui a beaucoup fait pour le magazine. Et tous les jours, on divisait nos locaux parce que des gens partaient, parce qu'il fallait sous-louer les locaux pour faire entrer des sous. Donc, Animeland n'avait pas d'avenir. Mais moi, je voulais être là, je voulais aider autant que possible. Je voulais être avec cette équipe, je voulais essayer de l'épauler sur tout ce qui était possible de faire. Je me suis même disputé avec mon école pour pas être payé en stage. Parce que vous savez, quand tu fais un stage, il faut faire 3 mois. Oui. Si tu fais 3 mois de stage, tu es rémunéré. Et Animeland est dans une situation très compliquée. Je dis, bah, moi, je veux faire un stage de 2 mois et de 30 jours. Ou de 29 jours, tu vois, pour éviter de faire 3 mois. Donc, je me suis disputé avec l'école qui me dit, mais attends, on s'est battu des années pour faire des conventions, pour défendre des stagiaires, etc., etc. Je dis, oui, je comprends, mais moi, enfin, bref. Et du coup, je l'ai fait et j'étais hyper heureux tous les matins d'y aller, voir Animeland, voir ces jazz archives, tous ces gens et tout. Et en même temps, hyper triste parce que j'assistais à la fin, mais aux premières loges. C'est compliqué mentalement, ouais, putain. Bah oui. Depuis que tu es arrivé dans l'équipe en 2014 et enfin depuis que tu as bossé avec le kiosque et jusqu'à aujourd'hui en tant que co-rédac chef, tu as sans doute fait des rencontres, tu as sans doute rencontré des gens du milieu, tout ça. Quelle a été ta plus belle rencontre durant ta carrière dans le kiosque? Ouais, je parlais de Steve Noman, je suis obligé de penser à lui, mais je vais aussi dire, parce qu'à ce moment-là, quand j'arrive en 2014, donc je suis juste pigiste, et j'écris Oui, une bien sûr. pige, et le magazine donc s'effondre, et pour écrire ma deuxième pige, j'attends plus d'1 an
après. À ce moment-là, le magazine est repris sous une nouvelle forme. Et donc là, il y a 3 rédactrices en chef. Donc Marion Cochet-Grasset, Marichka Bess et Mélanie Ramé. Et c'est ce trio de filles là qui me fait confiance, qui me confie de plus en plus d'articles, qui me confie la rédaction du site, des news. Donc les anciens, eux, sont tous partis, c'est un licenciement économique, tout le monde fait doit mener une nouvelle carrière. Mais, mais ouais, Steve et les 3M, donc les 3 filles, comme on les appelle, adorables parce que intelligente, envie de faire les choses bien, solidaire, voilà, et elles m'ont beaucoup appris. Moi, j'arrive, je suis encore extrêmement brut, dans le sens où il faut que j'apprenne plein de choses. C'est pas 2 ans d'école de journalisme qui t'apprend d'un coup à être performant sur le terrain. Donc voilà, ouais, je pense à ces gens-là. Puis après, je suis obligé de dire tous les anciens Denis Méland, les Pierre Giner, les Yvan. J'ai une pensée à Manu aussi, qui est Emmanuel Beaufou, qui est un interprète, qui m'a aidé à faire mes premières interviews. Enfin bref, il y en a plein, Noureddine, on va dire plein. Mais Steve et les 3M en particulier. Mais d'ailleurs, là, je suis en train de faire le lien parce que je revois un peu les questions. Mais justement, je crois que c'est durant cette période-là où le magazine passe en bimestriel, d'ailleurs, je crois. Ouais, Sans raison de difficultés économiques vécues par la presse écrite. Et après, en trimestriel, il passe en trimestriel en 2018. Et les difficultés économiques, c'était lié à quoi? À l'arrivée d'Internet ou enfin à l'arrivée du 2.0 ou c'était lié à autre chose? C'est un ensemble. Déjà, évidemment que Internet, ça te met un coup derrière la tête. Le magazine est moins indispensable. Les gens peuvent d'eux-mêmes découvrir des animés, découvrir plein de choses, des mangas, il y a le piratage, il y a plein de choses. Et puis, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, Animeland avait une équipe qui a peu à peu gonflé. Ils ont eu jusqu'à 20 personnes. Donc, ça fait 20 salaires et tu as plusieurs rédacteurs chefs, etc., etc. Donc, c'est un ensemble. Je vois. On va remonter un peu dans le temps parce qu'on va aussi parler un peu de l'histoire du magazine. Donc en fait, moi je vois que dans les débuts, du coup, le fanzine de base Animeland, ça naît en 91. Donc il y a Vincent Osévu, Pascal Lafine, Yvan West-Laurence et Cédric Litardi. Donc qui d'ailleurs, si mes sources sont exactes, il est directeur de publication aujourd'hui. Oui, ça lui appartient toujours. D'accord. Et donc ils font le fanzine qui est édité par une association 1900 qui s'appelle Animart. Et du coup, le but, c'était vraiment de répondre à une demande, à un manque. Est-ce que le but, c'était de répondre à un manque d'informations sur l'animation japonaise en général, à l'époque? Le but, c'est alors je ne peux pas parler à leur place, mais le but, c'est d'abord de prendre du plaisir. C'est de se réunir autour d'une passion qui est, oui, ultra de niche et mal renseignée, et de traiter les choses sérieusement. Dans le tout premier numéro d'Animeland, fanzine, il y a une interview de monsieur Jean Giraud, Moebius. Imaginez-vous, monsieur Jean Giraud Moebius qui va donner du crédit à l'animation japonaise et du manga à une époque où le grand public ou les grands médias insultent cette culture. Donc tout de suite, ils ont frappé un grand coup, ils ont fait les choses sérieusement. Alors oui, c'était confectionné comme ci, comme ça. Cédric Litardi, il avait 16 ans à cette époque. Avec des conditions techniques très limitées. Honnêtement, je laisse Yvan en parler parce que déjà, il raconte mieux que moi. Il était là. Donc je ne fais que répéter ce que les anciens nous racontent. Mais c'était surtout ça. Si jamais vous voulez passer sur Radio Dojo, vous êtes le bienvenu. Voilà. Ouais, ça vous fera une très belle émission de 11h47. Je salue mais au moins ça fait une saison, vous pouvez découper. Non, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé chez Animeland, de toute façon, je les saoulais tous, j'en posais plein de questions, machin. Donc j'ai été très relou sur ça. Mais oui, ils sont allés sur ce terrain-là. C'était pas les seuls, parce qu'il y a eu d'autres petites tentatives, mais c'était les meilleurs. Mais tu parlais de Moebius, mais je crois que déjà à Moebius avait été l'un des premiers à avoir donné ses lettres de noblesse, Sophie Makira, je crois. Ou je confonds. C'était pas un autre... déjà, il y a un fort lien. Il y a un lien très fort. Monsieur Otomo l'aime beaucoup. Donc oui, ça a été un grand artiste qui reconnaît cet art-là. Ça a
Ça a été top. Désolé s'il y a du bruit, il y a mon chat qui est en folie. Ah, on n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout, ça va. Et en 96, donc il passe de simple fanzine à kiosque publié par Anime Manga Press. Est-ce que tes prédécesseurs t'ont expliqué les motifs de cette professionnalisation? Le succès. Juste le succès, d'accord. Le fanzine cartonne. Donc, tu te lances dans une aventure que tu adores. Eh ben, il faut s'équiper pour faire mieux, pour faire bien. Page couleur. T'es professionnel, donc t'es mieux distribué. Tu peux faire des démarches professionnelles, c'est mieux structuré. Donc, c'est tout simplement le fait de se dire, bah, si ce magazine, ce fanzine a plu à une petite échelle, mettons-le dans la France entière, entre guillemets, et puis voilà. D'accord. Je voulais aussi te parler de quelque chose parce que moi, la première fois que j'entends parler d'Animeland, parce que c'était à l'époque de la chaîne No Life, les vrais savent, on avait souvent des inserts de petites publicités avant l'émission principale 100% qui faisait la promo d'Animeland. Il y avait du coup certaines séries sur No Life qui étaient tournées, je crois, dans les locaux, me semble-t-il. Je crois que la Finlander s'était tournée dans les locaux d'Animeland à l'époque. Et surtout, moi je me rappelle d'une anecdote, ça va être la question un peu polémique, mais je voulais l'aborder avec toi. C'est que il y a l'affaire Katsuka en 2003. En gros, le chanteur du groupe Playmo, Marc Majori, qui était sorti d'une école d'art, il était directeur artistique d'une série qui s'appelle Anatan les enfants d'Okora, mais qui est sortie plus tard. Et en gros, il trempe dans une affaire de plagiat relayée par le site Katsuka. Et en gros, le 23 septembre 2004, j'ai noté la date, Animeland met la lumière sur l'affaire. Marc Majori lui-même donne un court droit de réponse sur le site d'Animeland. Avec le recul, comment toi ou la rédaction perçoit ce fait divers auquel il a été indirectement mêlé? Alors, pour être tout à fait honnête, en 2003, moi je suis loin de tout ça. Je viens à peine de découvrir. Même en tant que lecteur, toi, tu le perçois comment? Tu le perçois comment en tant que lecteur, cette histoire? Je vais être hyper sincère, je me rappelais pas du tout. Et je pense même être passé complètement à côté. D'accord. Voilà. Je suis désolé, c'est pas une bonne non, réponse. Non, il n'y a pas de souci. Mais alors évidemment, moi j'adore Katsuka, le travail de Marc. Mais franchement, je savais pas du tout. Voilà, il y a Monsieur Chat qui passe. Le mien m'a pas encore dérangé pour l'instant. Ça lui ressemble pas. Mais ça, voilà, je pense que tu peux vraiment demander aux anciens, ils vont te parler de tout ça, mais moi je suis vraiment passé à côté. S'il faut, je suis tombé dessus, puis ça m'intéressait pas, je suis allé directement lire autre chose. Parce que moi je me rappelle, j'étais allé à la tournée des 20 ans de Playmo, parce que moi en tant que fan de Neo Metal, j'adorais beaucoup Playmo, et j'en avais discuté avec Marc Majoré à l'époque. Bon, je dirais pas ce qu'il a dit, mais disons qu'il m'a un peu exprimé son point de vue sur l'affaire après tout ce temps. Et c'est vrai que j'aurais aimé savoir ce qu'il en est, quoi. Donc, enfin, c'est pour ça que j'ai placé ces questions-là, mais je me doutais que la réponse serait un peu... si tu me dis que c'est du métal, je comprends mieux, parce que moi je suis absolument pas métal. Donc peut-être que le fait que... Alors il était chanteur de Playmo, mais il était aussi artiste, il avait réalisé certaines des pochettes. C'est pour ça en fait. Et il était directeur artistique sur ce projet de série animée. Et il a trempé dans une affaire de plagiat où il y avait 2-3 œuvres de Ghibli qui s'étaient retrouvées un peu déformées dans le dossier de projet. Ça avait fait un gros tollé à l'époque sur internet, je me rappelle. Mais ouais. Désolé, vraiment aucun souvenir. Non, il n'y a pas de souci. Je m'en doutais un petit peu, en vrai dire. Est-ce que ton regard sur l'animation japonaise a changé a changé depuis ton arrivée dans l'équipe? Et si oui, sur quels aspects? Oh oui, oh là là. Alors pas tellement sur l'animation en elle-même, mais sur un peu la réalité du milieu. D'un coup, je découvre que c'est dur de travailler avec le Japon. Je découvre que c'est très dur de travailler dans le manga, dans le sens procédure, Japon, validation, etc. Que c'est beaucoup plus agréable l'animation parce que tu travailles, tu es au contact de freelance pour la plupart. Et puis après, oui, à force de creuser,
il y a des choses que ta vision change sur pas mal de projets. Par exemple, si tu pestes un peu devant la qualité technique d'un animé, bon, bah, en prenant conscience des difficultés du milieu, bah, après tu vas un petit peu relativiser. Je pense très souvent à Senseiya sur ça, tu vois. Senseiya, je trouve que c'est un animé qui est certes adoré d'une certaine manière en France, mais qui est, je trouve, très mésestimé sur le plan artistique. Senseiya, c'est une tannée à animer. Et c'est ça dans tous les épisodes. Des armures, des chevelures pas possibles, des FX de tous les côtés. Ça, au premier abord, tu le saisis pas toujours. Et quand tu commences un peu à creuser, à t'intéresser vraiment au voyage de l'animation, au talent en place, je te dis, ok, bah, à une certaine époque, ils avaient peut-être le meilleur réalisateur de Toei et producteur à cette époque-là, les meilleurs artistes sous la main, et en réalité, faire bouger toutes ces armures, faire bouger ces chevelures, ce truc-là, bah, c'est un tour de force. Pareil pour Dragon Ball, pareil pour Ken aussi, même si la qualité. Donc voilà, ton regard change sur pas mal de choses. Tu apprends à comprendre un peu en profondeur. Mais c'est un peu ce que j'avais ressenti quand j'avais reçu Matteo Watsky pour parler de Rumiko. C'est vrai qu'il y avait certains aspects pourtant d'une mangaka que j'adore. Hein. Et c'est vrai que quand il en a parlé sous cet angle-là, sous l'angle de l'animation, j'ai ah ouais, quand même. Ah ouais, Oui. c'était pris que je sors sur bien des points en fait. Je percutais pas réellement. Ouais, bah c'est exactement ça. Et je pense que ça sert à ça de travailler et de creuser vraiment les œuvres à chaque fois jusqu'au bout, regarder le staff, qui l'a fait, etc. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ça passionne pas tout le monde, je peux l'entendre. Mais je trouve qu'on est souvent très sévère avec certaines productions sans tout le temps prendre en compte la charge que c'est que de produire ces épisodes à un certain rythme. Donc, euh, donc voilà. Et évidemment que quand je vois les productions actuelles, même s'il y en a des très très bien, c'est d'autres problématiques qui arrivent. Donc oui, travailler, ça permet de. Enfin, quand je dis travailler, c'est étudier une œuvre et sa production. Ça permet de relativiser, voilà, de ton regard forcément, il change et il évolue. Il y a des œuvres que je détestais et puis que j'adore au final. Et à l'inverse, il y a des œuvres que j'adore, que j'adorais, que là je me dis bon, quand même c'était pas fameux. Donc voilà. Il y a Ten31 qui dit 3 layers pour les armures d'or en parlant des Chevaliers Senseiya. Les Par animateurs exemple. ont pleuré, pareil pour les cheveux. Et Isako Inoue, il avait blagué dans un magazine, avait dit qu'on devrait leur couper les cheveux, il a reçu des lettres de menaces. Et tu vois, Ça me rappelle quand c'est un Justin Bieber s'est fait couper les cheveux, il a perdu 1000 fans, je sais pas combien de fans sur son Facebook, enfin voilà, c'est le même délire. mais c'est un excellent exemple. Il a vraiment dit c'est ça. C'est vraiment ça. Et pourtant, on est là, on dit ouais, ça réutilise des stock shots, certaines séquences animées. Ouais, là, c'est pas trop bien fait. Ouais, là, le machin. On va chercher sur des conneries sans prendre un peu plus voilà l'ensemble du truc. Mais j'ai cité Senseiya. Il y a une tonne d'autres animés comme ça. Moi, il y a un truc qui me fascine avec Senseiya, c'est que il y a eu ce petit groupe de potes qui ont fait des doujins yaoi sur Senseiya, et plus tard, c'est devenu le studio Clamp. Bon bah voilà quoi, tant pis. Ouais, bah ça Oula, c'est voilà, oui, il y avait le chat en plein milieu. toujours Ouais, c'est la intéressant magie. ça. C'est la magie du Japon. Du coup, en avril 2020, à partir du numéro 230, Animeland qui du coup est passé d'abord en bimestriel et en trimestriel pour pour tenir un peu la cadence suite aux difficultés économiques qu'ils vont rencontrer avec la recrudescence d'Internet. Il rechange de format et ça prend la forme d'un MOOC. Tu étais déjà dans l'équipe au moment où ça s'est déroulé, ce changement. Quelle a été la volonté, en fait, via ce changement? Parce que ça permettra de parler un peu de ce que tu fais, de ton implication en tant que rédac-chef, enfin, en tant que co-rédac-chef, pardon. À chaque fois, Mais pourquoi il y a eu ce changement-là et comment tu comptes exploiter ce format dès que tu es arrivé à la rédaction en chef? Je m'exprime très mal. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc quand des ventes diminuent, il faut que tu diminues ton rythme de parution. Il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à ton produit, donc il faut un petit peu amortir les coûts. Donc lorsque c'est la fin
de la version bimestrielle, donc c'est Steve Norman qui est revenu prendre la tête du magazine. À ce moment-là, la formule, elle est vraiment, vraiment top. C'est un très grand format. La fin version bimestrielle, c'est un grand format, bien dense, c'est bien rempli, c'est un vrai truc d'actualité avec du dossier. Et donc, ça ne prenait pas. Et on est passé donc à un MOOC qui permet d'être vendu en librairie et en kiosque. Donc, c'était ça, en fait, l'avantage du MOOC. C'est un format qui te permet, sur le plan législatif, d'être vendu évidemment en kiosque, mais aussi en librairie. Et le pari du tout premier numéro, c'est Steve qui l'avait fait, c'était de se centrer sur une œuvre. Donc c'était City Hunter, de faire la majorité de la place du MOOC à une œuvre, en l'occurrence City Hunter. Sauf que le rédacteur en chef qui arrivait derrière n'a pas véritablement tenu cette ligne édito-là. Et du coup, quand avec Joséphine, on s'est vu confier le magazine, on s'est dit que c'était ce qu'il fallait faire, mais en version plus. Et donc là, véritablement, quand vous mettez la main sur un Animeland, voilà, quand vous tombez sur ça en rayon, Ah ouais. la promesse que vous avez, elle est tenue. C'est-à-dire, oui, c'est un numéro Akira. Sur les 144 pages, il y a 100 pages qui traitent d'Akira et du dossier connexe, à savoir le cyberpunk. Quand vous prenez Ghibli... Pardon. Vas-y. Ce qui est intéressant dans les numéros que tu montres, notamment celui de Akira, c'est la communication visuelle, c'est la charte graphique qui est utilisée. Tout de suite, ça attrait l'œil du spectateur, enfin du lecteur en l'occurrence. En reprenant notamment la charte graphique, les couleurs de la charte graphique. On a tout refait, hein, et ça vraiment, je peux le dire ici, hein, la direction artistique, c'est Jo et moi qui l'avons imaginé. Pourtant, on n'est pas des directeurs artistiques, tu vois. Mais avec Jo, on a une implication sans faille. Il faut savoir que Joséphine, elle est un peu comme moi, dans le sens où ça fait 10 ans qu'elle aide le magazine. Elle a fait son stage chez Animeland, j'ai fait mon stage chez Animeland, elle a été pigiste fiable, j'ai été pigiste fiable, on a fait du extra tous les deux, etc. Donc quand on récupère ça, on a 10 ans d'écart, plus de 10 ans d'écart, mais on a la même vision, le même amour pour le média. Il faut se rendre compte d'une chose aussi, c'est que aujourd'hui Animeland, c'est 2 personnes. C'est elle, moi, et en l'occurrence, on a un stagiaire ou un alternant. D'ailleurs, je salue Nicolas, je salue Valentin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors évidemment, il y a un groupe de pigistes aussi, évidemment, heureusement qu'ils sont là pour nous aider. Mais c'est fini l'époque des 10, 15 personnes au bureau pour se répartir les choses, pour dialoguer, pour faire marcher les idées. Donc, Joséphine et moi, on a dû soumettre un plan au boss. Le boss valide ou invalide, donne des conseils, il apporte aussi son expérience et son expertise. Mais en l'occurrence, pour ça, on a dit, ben voilà, un numéro d'Animeland égale une œuvre. On est obligé de faire un cahier d'actu parce que la loi nous oblige à faire un cahier d'actu. Si je fais 144 pages d'Akira, les ayants droit vont considérer ça comme un produit dérivé, donc on n'a pas le droit. Et puis voilà, et surtout on a dit, on a tout boosté. Il y a 3 fois plus de textes qu'avant, plus de sources japonaises, plus d'interviews, plus d'exclusivité. Enfin voilà, on a tout refait, la maquette, la ligne édito, le recrutement des pigistes aussi. Donc ouais, ce premier numéro, ça a vraiment été un accouchement douloureux, mais satisfaisant parce qu'on a retrouvé un regain de vente aussi. On était hyper heureux que les lecteurs nous suivent. Et du coup, ça a été comment ont été accueillis ce changement éditorial? Comment ça a été accueilli ce changement éditorial? Parce que c'est vrai que très souvent, les spectateurs sont très réfractaires au changement. Donc, tu as peut-être pris le risque que ça refroidisse certains lecteurs. Est-ce que ça a été en majorité bien accueilli, ce changement de ton? Alors d'abord, il faut savoir que le magazine a vu son prix augmenter. Les derniers numéros de l'ancien rédacteur en chef étaient à 12,50 €, ce qui est cher, et son tout dernier numéro était passé à 14,95 €. Donc nous, lorsqu'on hérite de ça, on se dit que pour 14,95 €, ce qui est très cher, il faut que les personnes en aient pour leur argent, tu comprends?
Donc, on l'a Bien sûr. blindé, et on s'est dit, on va partir quand même sur des œuvres historiques qui comptent dans l'animation et le manga. Donc, Akira, Ghibli, Berserk, c'était notre plan de travail. Les deux premiers numéros, Akira et Ghibli, très bien fonctionné. On a fait plus de 30% comparé au numéro d'avant. C'était même la meilleure vente depuis plus de 2 ans. Donc ça nous a renforcé, ça nous a donné beaucoup de force en se disant, bah, ok, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est vrai que quand tu annonces une nouvelle formule, il y a ceux qui connaissent le Mac par cœur qui vont l'acheter quoi qu'il arrive, il y a ceux qui le connaissent un peu mais qui l'ont lâché et qui se disent, bah, c'est quoi cette nouvelle formule, et puis finalement on a reçu plein de messages. Grâce à la nouvelle formule, je me suis réabonné, j'avais lâché Animé Land, je suis revenu. Donc notre volonté avec Joséphine, c'était déjà de récupérer une partie des gens que le magazine avait perdu. Et évidemment, il y a plein d'autres personnes qui ne l'aiment pas, qui ne trouvent pas encore leur compte. C'est à nous de bosser, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire mieux. On s'est jamais dit avec Joséphine que si les gens n'achetaient pas le magazine, c'était de leur faute. On s'est remis nous en question. On a tout bossé à fond pour essayer de faire le mag le plus intéressant, et surtout quelque chose que tu peux garder dans le temps. Si ce numéro, tu le lis dans 5 ans, rien ne va bouger. La réalité de la production du film Akira, rien ne va changer. On a des interviews extraordinaires d'animateurs, des assistants de Monsieur Otomo. Sur Ghibli, on a 4 animateurs du studio Ghibli. Sur Berserk, on a des gens qui ont fait l'animé Berserk. Bref, ça va pas changer. Donc c'est un contenu qui va vivre dans le temps. Et c'était une des choses les plus importantes. Il y a Pinours qui dit dans le chat plus d'articles de Dim. On embrasse Dimitri Seraki d'ailleurs, qu'on a déjà reçu sur Radio Dojo. Je profite de dire que Dim n'a malheureusement pas écrit dans la nouvelle formule. Ah. Bon. Ah, il doit être vachement occupé avec Full Frontal, je pense. Non, il était intervenu sur un vieux numéro. Il nous a donné un coup de main sur une photo. Voilà, il a signé dans la nouvelle formule, il a signé une photo qui est très jolie. Mais d'ailleurs, ce que tu disais à un moment quand tu parlais de la remise en question au sein de l'équipe de rédaction, ça me rappelle à un moment où je regardais des rediffs d'un vieux numéro de Droit de réponse, l'émission de Michel Polac. Ah, ça y est, le mien commence à venir. Oui, et du coup, je me rappelle à l'époque, c'était à l'époque où Charlie Hebdo était un peu chancelant en termes de succès, en termes de nombre de ventes. Et il y avait en face le rédacteur d'un autre quotidien qui s'appelait Minute qui dit « Mais pourquoi vous engueulez les anciens lecteurs qui arrêtent de vous lire ? Moi, je comprends pas. Si mon magazine ne se vend pas, je dirais que c'est moi qui est en tort. » Et c'est marrant que tu dis ça, c'est-à-dire que très souvent, c'est-à-dire que vous êtes dit « S'il y a plus autant de lecteurs qu'avant, c'est qu'on n'a pas fait les bons choix. » Il y a une remise en question vraiment au sein de la rédaction. En même temps, l'idée c'était pas de tirer sur les historiques, mais l'époque a changé, donc c'est factuel. Sûr. Alors, il y a évidemment des merveilles qui ne se vendent pas, et il y a des daubes qui se vendent très bien. Ça, c'est vrai. Ça, mais nous, qui sommes-nous? Qui est-ce que nous sommes avec Joséphine? Joséphine Le Mercier et Bruno Delacruz, c'est personne. Donc, on travaille, on bosse, et après, il y a pas de secret. On était persuadé que ce contenu, ces efforts, cette richesse, et vraiment tout le sérieux que toute l'équipe a mis. Je salue au passage donc Emmanuel Bochou, qui a travaillé pour nous depuis le Japon, qui a rencontré l'un des éditeurs de Monsieur Otomo, qui a eu les félicitations de l'éditeur de Monsieur Otomo. Donc, on s'est dit oui, il faut qu'on change tout, et on a absolument tout changé. On n'a pas non plus inventé quelque chose de fou, mais on a mis le plus de sérieux, le plus d'envie possible dans chacune des pages. Et puis avec Joséphine, on se complète plutôt bien. Donc on arrive à avoir un bon équilibre sur le numéro. Franchement, c'est une aventure, c'est quand même vachement prenant, tu vois. T'imagines tous les matins, on se lève à ce moment-là. Donc on sait qu'on est nommé rédacteur en chef, mais avec des choses à prouver, tu vois. Et on se regarde tous les jours avec Joséphine. Vas-y, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Qu'est-ce qu'on peut faire de grand pour chaque numéro?
ah mais là si on peut interviewer un tel, si on peut faire ci, ah mais ça n'a pas été fait, hop, on achète aussi d'autres magazines, comment ils font au Japon, il nous faut des gens qui parlent japonais, on commence à avoir de plus en plus d'élèves d'Inalco qui veulent travailler avec Animeland, elle c'est une ancienne d'Inalco, donc elle a un regard, une maîtrise que moi j'ai pas du tout. Donc en vrai c'est très excitant de réfléchir à tout ça. Et quoi qu'il arrive, on aura réussi à rendre après 2-3 ans difficiles le magazine Animeland pertinent. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever, personne. Vous essayez de vous démarquer, en fait, dans des industries qui sont de plus en plus saturées, même dans une presse qui est de plus en plus saturée. Le but, c'est de se démarquer, c'est ce que vous essayez de faire. Et surtout, tu parles de cette complicité que tu as avec ta collègue. Je peux comprendre à quel point ça peut être plaisant que le brainstorming, ça soit littéralement un jeu de ping-pong où vous vous renvoyez la balle et que du coup, ça enrichit le bordel. Quand il y a une dynamique comme ça, c'est toujours bénéfique. Bah, désolé, vraiment, je dis deux petits trucs. Aujourd'hui, si tu veux apprendre des choses sur la production d'un animé japonais, enfin, où est-ce que tu cherches? En France. Dis-moi. Si voilà, par exemple, tu vas apprendre la production d'animé, comment ça se passe, où est-ce que tu vas? Bah, au Japon, oui. Non, en France. Qu'est-ce que tu consultes? Ouais, qu'est-ce que tu consultes? Où est-ce que tu vas chercher quelque chose pour apprendre des choses sur la production d'un animé? En France, hein? Dis-moi. Ouais. Voilà. Atom fait quelque chose d'extraordinaire dans le manga. Donc, si tu veux apprendre des choses sur la culture manga, il y a Atom qui fait quelque chose de très très bien. Avec aussi, on peut dire, ça j'aime pas trop, ça j'aime plus, machin, machin. Moi, j'achète Atom, j'achète Coyote, j'achète les autres collègues. J'ai travaillé pour Coyote aussi. Mais factuellement, il n'y a aucun média français qui te propose, qui analyse la production d'animation japonaise. Il n'y a aucun média français qui fait ça. Il va y avoir des émissions sur des sujets, sur des animés. Ok, il va y avoir des morceaux par-ci par-là dans quelques magazines, mais c'est morcelé, tu vois. Il n'y a aucun média qui te propose une recherche sur l'animation japonaise. Aucun. Non. Il y a des sites. Tu parles... Bien sûr. Oui. Tu vois, il y a des sites. Mais encore une fois, je parle bien de sources francophones, tu vois. Je te dis pas il y a des sources anglophones qui le font à merveille, des Américains qui le font très bien, des Espagnols aussi. Et je te me parle pas de fansites. Il y a des sites français sur Dragon Ball qui sont hyper bien renseignés. Il y a des sites français sur certaines licences ou certaines fanbases qui bossent hyper bien. Et il y a plein de chercheurs dans le manga ou dans l'animation qui sont isolés, qui le font aussi, tu vois. Nous, on a beaucoup d'estime pour ce qu'a fait Nostroblog, ce que fait Nostroblog aussi, mais c'est surtout du manga, tu vois, par exemple. Mais dans l'animation, en France, il n'y a aucun média qui analyse la production japonaise d'animation. Il y en a aucun, il n'y en a plus aucun. Katsuka, c'est international, tu vois. Katsuka, c'est international et c'est plus un dénicheur de pépites, un dénicheur de talent. Mais il va pas te faire 40 pages sur le process de création, de machin. Donc, moi, c'est pour ça que je te dis, quand on arrive et qu'on propose ça, il y a pas grand monde en réalité qui le fait. Et peut-être que notre tort, c'est de se dire que c'est pas quelque chose qui intéresse le plus grand nombre en France. Ça, c'est un autre débat, tu vois. Je comprends. Mais d'ailleurs, vu que tu parlais de Atom, bon, j'ai l'impression que tu as lu mes fiches. Parce que du coup, c'était une question, c'était les deux prochaines questions qui vont permettre de conclure. C'était deux questions qu'on s'était posées avec Pinours parce qu'il m'a un peu aidé à la préparation des questions. Concernant les autres revues sur l'animation, le manga, est-ce que, c'est-à-dire, on pense à Atom, Otomomag, etc. Est-ce que vous les percevez comme des concurrents ou juste comme des gens qui ont la même passion commune et ça s'arrête là? Bah, c'est pas. Alors déjà, quand tu es en rayon, il vaut mieux que tu sois accompagné. Il vaut mieux être accompagné plutôt que seul. Si tu es juste un magazine paumé dans ton kiosque à parler de la fabrication de coton-tige en Norvège,
tout le monde va t'ignorer. Tandis que s'il y a 4-5 magazines qui sont intéressés par les cotons-tiges, déjà, ça va faire un rayon coton-tige, etc., etc. Après, c'est d'abord de la passion. Parce que moi, quand Atom sort, il y a ce truc de se dire, putain, ils ont fait un super truc, tu vois. Donc, t'es là, t'es un peu envieux, puis tu vois que c'est super. Donc, nous, la finalité, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier? On le fait pas pour notre bonheur, même si c'est plaisant. On le fait pour aider les œuvres à notre petit niveau, aider les artistes à notre petit niveau, et expliquer un petit peu qui sont les gens derrière les animés et les mangas. Donc, le but, il est commun. Donc, non, c'est très, très bien. Et quand il y a des magazines qui sont en souffrance, eh ben, on pense aux copains et on pense aussi à la famille de la culture et de la presse en France. Donc, non, non, il Ouais, faut, on se tire pas dans les pattes. D'ailleurs, je m'en on doute un n'est petit pas peu, beaucoup oui. de journalistes. On n'est pas beaucoup de journalistes. On se connaît presque tous. Donc, on n'est pas toujours les meilleurs amis du monde. Hein. Il y a chacun des comportements, des mentalités chacun, tu vois. Mais moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce que fait Atom. Donc ouais, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc oui, en fait, vous voyez vos travaux comme complémentaires, en fait. C'est vous... Ouais, l'un Oui, puis n'apporte même, pas l'autre et c'est... on se tire un peu la bourre, tu vois. Bon, il y a un magazine comme Japan Live. Moi, je fais partie de l'équipe de lancement de Japan Live. Ils boxent pas dans la même catégorie qu'Animeland. C'est plutôt pour les jeunes. Donc, on n'est pas tous, on n'a pas du tout le même public chacun, tu vois. Donc voilà. Par contre, j'ai des ennemis. Oui, j'ai des ennemis. Ils s'appellent Akiba et tous ces magazines à la con qui font aucune validation, qui nous pourrissent des validations avec le Japon parce que sur leur couverture, ils te mettent un dessin de Miyazaki fait par Ria en train de faire un Kamehameha avec Pikachu qui fusionne. Donc ces grands mélanges de horribles, ça par contre ça nous porte préjudice parce que les Japonais quand ils voient des merdes pareilles, ils disent mais attendez, la presse française, on va alourdir les validations, on va alourdir les process. Donc ça oui, ce sont des ennemis. Il y a parfois peut-être des choses bien dans leur magazine, mais c'est quelque chose qui nous fait énormément de mal et qui fait énormément de mal tout simplement à la relation France-Japon d'un point de vue culturel. Donc, Donc techniquement, tant que ça taffe, c'est bon. Ranma, tire-toi. c'est pas tant que Du ça coup, taffe, c'est de respecter deux, trois petits concepts, quoi. Voilà. oui. Il y a Gyptizy qui dit coucou, vous prévoyez un numéro sur Evangelion? Forcément qu'Evangelion. J'attendais le moment où il allait sortir sur le chat, celui-là. Bah, il y a un anniversaire, donc on aimerait beaucoup. C'est une œuvre que tout le monde adore parmi l'équipe rédactionnelle ou historique d'Animeland. C'est une œuvre qu'on aime beaucoup, beaucoup. Donc on aimerait faire quelque chose pour l'anniversaire, mais on verra. En tout cas, pour le planning 2025 est déjà établi. Donc vous verrez, un peu de patience. Tu parlais à un moment donné, du coup, tu parlais de tout à l'heure de ces médias qui, du coup, flinguent l'image des journalistes français auprès du Japon et qui peuvent pénaliser. Et justement, l'autre question qu'on se posait avec Pinours, parce que ce dernier est souvent un peu indigné par l'amateurisme dont font preuve certains youtubeurs axés manga et animation. Bon, il y en a parmi ceux qu'on connaît le plus en France, c'est Mister Enzor, le chef otaku, Trash Manga. Et très souvent, c'est soit des youtubeurs qui sont considérés comme faisant le job, et qui sont ou alors, dans le pire des cas, comme des amateurs qui bossent pas le sujet et qui parlent sans connaître. Enfin, je grossis un peu le trait. Toi, est-ce que tu penses que ces youtubeurs-là peuvent un peu tardir ou pas du même niveau que les médias dont tu as parlé auparavant? Comment tu perçois la chose? Je réfléchis pas trop à tout ça. La première chose, c'est que dans les journalistes aussi, il y a des personnes incompétentes. Dans les journalistes aussi, il y a des personnes qui doivent encore progresser. Moi, même si je suis là, oui, machin animé dans 10 ans, j'ai encore beaucoup à faire. Il faut encore travailler plus et nous améliorer. Donc, c'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on est moins bien, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est mieux. Ensuite, pour les youtubeurs que tu cites, je vais être très honnête, j'en connais qu'un.
parmi ceux que tu as cités. Le peu que j'ai regardé, j'ai pas trouvé mon compte. Donc c'est personnel. Tu vois, je trouve, j'ai pas trouvé mon compte. J'en connais quelques-uns, c'est vrai. Je suis en train de réagir, de m'en rendre compte. Il y a quelques-uns que je connais et qui se comportent tout à fait bien, qui ont des démarches saines. Donc je dirais qu'il y a, en fait, c'est comme tout. Donc il y a des journalistes très bien, il y a des journalistes moins bien, il y a des youtubeurs très bien, et il y a des youtubeurs moins bien. Donc voilà. Ok. D'accord, donc en fait, ouais, ça change pas. Ton regard sur les youtubeurs est pas différent de celui pour les journalistes. D'accord. Non, non, je Bon, crois que d'accord. c'est le dénominateur commun dans tout ça, c'est la personne. Donc si tu es quelqu'un de Hmm. bien, bah, tu essayes de faire les choses bien. Si tu es un tordu, tu fais les choses tordues. Et il y en a dans les deux camps. Donc, il y a des journalistes qui ont mal fait les choses, ça nous a causé du tort. Il y a des journalistes qui ont bien fait les choses et ça a amené un plus. Donc, l'idée, c'est pas trop de diaboliser ou quoi. Par contre, personnellement, euh, les peu de youtubeurs que j'ai vus, c'est pas trop ma cam. Déjà parce qu'il y a beaucoup Pino... d'humour et je suis pas trop un mec marrant, donc j'ai un peu du mal avec ça. Il y a Pinours qui dit, je Un pense mec, qu'on a un peu je déformé me mon rends trop mal. propos. Bon bah écoute, écoute, rectifie Pinours, hein, écoute, bon. Non, mais c'est Euh, vrai qu'il y a quand même un discours qui est de dire que il y a des youtubeurs qui font des vidéos, c'est un peu en surface, c'est un peu machi, c'est un peu machin. Moi, je suis dans une position qui est différente. Plutôt que de dire ton taf, il est incomplet, superficiel ou machin, go. En fait, j'essaye de me dire, moi, j'ai la chance de pouvoir réunir une équipe avec Joséphine, de pouvoir créer des choses. Donc, plutôt que de dire, ah, lui, il a mal fait le taf, on se dit, bah, essayons de faire quelque chose de super, essayons de faire quelque chose de complet, essayons d'aller un peu plus loin. Et puis voilà. la suite pour Animeland, c'est quoi du coup? Parce que du coup, tu nous as un C'est, peu teasé le ouais. prochain numéro en début d'émission. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Bah, alors en réalité, le prochain numéro, c'est vraiment l'enjeu de l'année. C'est un numéro hyper important parce que bah, on joue un peu notre vie à chaque numéro d'une certaine manière. On n'a pas le droit à l'erreur. Le numéro Avatar a fait beaucoup moins que les précédents numéros. C'était un pari, le Avatar, la numéro série animée, Avatar. on précise. On précise la série Ouais, animée, pas le film de James Cameron. non. On était super content de travailler dessus parce que bah, déjà il y a moins de complications parce que c'est pas japonais. Et puis on a eu l'interview des créateurs. Joséphine a fait un énorme travail de recherche. On a eu des interviews de studios japonais, de studios coréens. Donc on a on a pu casser un petit peu les idées sur la sous-traitance notamment. Ce qu'a fait Avatar là-dessus, c'est extraordinaire. Ils n'ont pas du tout vu la Corée comme de simples sous-traitants. Et c'était vraiment passionnant de voir comment est-ce qu'ils leur ont laissé une liberté au niveau des animations clés, au niveau artistique, de la mise en scène. C'était super passionnant. Donc voilà, ce prochain numéro, c'est une énorme licence. C'est vraiment c'est l'enjeu de l'année. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il cartonne. Il y a pas de secret. Et je pense vraiment, de toute façon, il y aura toute une com qu'on va faire au moment de sortir le numéro, que Lien ce en qu'il y a description de la dedans, rediff. On mettra le lien de la ça n'a dans la description de la rediff. ça n'a jamais été fait en France. Voilà. Enfin, très honnêtement, ça, sur un numéro, on l'a jamais vu en France. Donc j'espère que Animeland l'avait un peu fait en 95, 96. Donc ouais, franchement, on compte sur vous. Et puis voilà, la suite, c'est juste ça. C'est on travaille pour faire des numéros. Et puis sinon, on se croise en salon quand il y en a. Hmm. Attends. C'est vrai que pour nous, les ventes kiosques sont importantes. Mais si jamais euh, vous trouvez que le magazine est un peu cher, ça on peut le comprendre, et que vous voulez nous soutenir, il y a des versions abonnement. Et l'abonnement, voilà, vous faites quand même des économies. Et pour nous, c'est un socle solide. On peut se dire, OK, on a tant d'abonnés, donc on peut se permettre de faire ci, de faire ça. Sachant qu'il y a aussi des hors-séries qui vont sortir. Donc voilà, il y a un planning 2025 excitant. On va faire le numéro 250, ce qui est quand même quelque chose de très historique.
Et pour ce numéro 250, on va taper très fort, avec quelque chose d'historique, je l'espère. Donc voilà, je me permets de montrer un peu quand même les numéros. Voilà, ça c'est, j'ai pas l'avatar avec moi, je l'ai amené chez un ami la dernière fois pour lui présenter et j'ai oublié de le ramener à la maison. Donc voilà, pour chaque numéro, on a rencontré des animateurs, des producteurs, des mangaka. Enfin, c'est hyper passionnant quand vous parlez pendant plus d'une heure avec des animateurs qui vous disent. Là, on n'est pas dans de la communication, c'est ça qu'il faut comprendre. Les mecs, ils te parlent librement. Les problèmes, les joies, comment est-ce qu'ils ont résolu certains soucis, les relations avec un tel. Donc ça, c'est du très très concret. Donc on pense que la culture en matière d'animation en France, on peut encore franchir un palier. Et j'espère que le magazine Animeland va vous aider à mieux comprendre cette industrie. Je suis très animation, mais il y a aussi du manga dedans. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'animation depuis le début. Bah, c'était un peu le sujet du magazine depuis qu'il a été fanzine, donc c'est un peu normal. J'ai Ptizy qui dit: est-il prévu un numéro sur René Laloux, entre parenthèses, les maîtres du temps? Incroyable, parce que on en parlait avec Joséphine il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Et on a voulu proposer un truc, mais ça n'a pas été accepté. En tout cas, si vous faites un numéro sur Rumiko Takahashi ou Natsuki Takaya, vous me faites signe. Ah ben ouais, nous on était chaud avec ce qui se passe pour Madame Takahashi. Ah ouais. Mais bon. Ça bombarde en ce moment les adaptations, putain. Ouais, puis même on se dit que il y avait un truc à faire, mais bon, c'est dur. En réalité, c'est dur de faire un planning pour de la presse. Ben voilà, je sais pas, il y a quand même eu des événements, la mort de Miura, etc. Parfois ça change tes plans. Donc c'est dur de s'adapter. Ouais. Alors, Pinors qui vient de préciser son propos, donc ce sera le moment donc il m'a rectifié en direct, c'est très bien. Perso, je suis plutôt du même avis que Bruno. Mon plus gros problème, c'est surtout au moment où ça tente d'expliquer des choses historiques qui peuvent facilement être erronées. Mais c'est surtout dans les sphères anglophones. Ah oui, d'accord. Mais il me semblait que t'étais aussi critique de la sphère francophone, mais autant pour moi. Bah oui, mais après, c'est vraiment du cas par cas. Ouais. Après, je peux comprendre que quand on est passionné, on peut très vite être irrité quand quelqu'un dit des choses qui sont factuellement fausses, sans se dire que bon, ça peut arriver de se tromper. On a tendance à réagir plus vivement. Je me souviens, moi quand je faisais mes chroniques, j'avais fait une chronique sur la PC Engine avec plein de bonne volonté. Je me suis fait exploser sur un forum mais vraiment violemment quoi. Les mecs, ils étaient assez vénères et d'un côté, comme même moi je suis passionné, je pouvais comprendre qu'ils soient énervés. Donc voilà, donc je peux comprendre que Pinos par moment ça le stresse un peu d'entendre des propos erronés par moment quoi. Mais bref. Mais ça nous arrive aussi, écoute, ça nous arrive encore. Hein. C'est pas parce qu'on a plus d'expérience ou qu'on trempe les pieds dans le truc depuis plus longtemps. Ça nous arrive encore de faire des erreurs. Donc voilà. Mais la dernière fois, j'ai fait une émission avec des youtubeurs, influenceurs, etc. Et j'étais content qu'ils me demandent un exemplaire des magazines parce qu'ils me disent, ben voilà, on a envie de taffer tel sujet. Est-ce que ça vous dérange si on étudie le magazine pour en apprendre et faire quelque chose avec? Je dis, ben non, au contraire, c'est fait pour. Nous, on fait ça pour créer des archives d'information. Donc, tant mieux. Ah, j'avais pas vu, j'avais laissé le maillot de l'OM. C'est beau ça. Voilà. Une petite pensée pour le regretté René Malville, qui nous a régalé à l'époque. Même moi qui suis un néophyte niveau football, quand je voyais ces vidéos, j'étais mort de rire parce qu'il était toujours dans la surréaction. Donc il y a Pinos qui précise, mais perso par exemple le chef, j'ai rien contre foncièrement, et Gyptizy qui repose une question, Yoshiaki Kawajiri aura-t-il droit un jour à son Animeland? Idem pour Mamoroshi. Tu réclames beaucoup de choses, hein. Gyptizy, on te donne ça, tu veux prendre ça. Voilà, c'est à un moment donné. Je plaisante, évidemment. Le chef Otaku, c'est un bon exemple parce que je me suis embrouillé avec lui sur
sur, Ah, sur Twitter. Bon, moi, j'avais rien spécialement contre. Il fait ses vidéos, machin, tout ça, enfin, je suis pas la police, ni le roi du jugement, ni le roi de la chronique, etc. Mais je me souviens, c'était pour Chainsaw Man. Et en plus, on est de bonne foi puisqu'on a fait une interview de lui dans le magazine pour promouvoir son webtoon qui fonctionne même pas mal en plus. Et en fait, il fait une vidéo sur Chainsaw et je dis à aucun moment tu dis qui a fait l'animé, quoi. Tu vois? Et ah ouais. imagine que moi je parle de ton webtoon pendant 3 heures et à aucun moment je donne le nom des auteurs. Tu vois? Là, je pense que c'est même pas un effort que de citer la personne qui a fait. Je t'ai pas dit de faire le listing de tous les animateurs clés, le mec qui a fait le machin, le background, et la couleur et tout. Mais au moins, au moins, le réalisateur principal, tu vois, qui réalise jamais Ouais. tous les épisodes. Et j'avais l'impression, quand tu vois toutes les attaques, que j'avais dit un truc totalement fou. Alors que si nous, on fait un article sur ton œuvre, on peut dire, bah, c'est le chef Otaku qui a signé cette œuvre-là, tu vois. Ça me paraît être essentiel. Bah oui. Et je suis, pour le coup, c'est plus des choses comme ça qui me dérangent, ou quand on parle des auteurs, hey, mais Kishimoto, il a fait ça. Tu vois, il n'y a même plus de Monsieur Kishimoto, il y a vraiment, on a cru que c'était nos potes. Ça, pour le coup, c'est peut-être un peu plus, je trouve ça un peu plus naze. Et pour Ouais, moi je sais Kawajiri que et Oshii, dans certains forums, il dit ouais, si Masashi fait ça, Masashi, genre ça c'est un pote, vous vous tapez des brunchs dans des izakaya, c'est quoi le délire? Dis le nom complet, c'est entre, bon. non, mais c'est vrai qu'on est, bon, après, c'est ça, on interpelle, on fait un peu cette sensation, on veut faire. Moi, j'ai vraiment appris, ça, c'est un truc que le métier m'a appris, parce que quand tu rencontres des animateurs, quand on a la chance de rencontrer des animateurs, des mangaka, etc., c'est un moment, c'est un vrai moment, tu vois. Bien Donc, sûr. si tu montres du respect face à lui, tu vas pas montrer autre chose quand il n'est pas là pour parler de son travail. Il faut Bien quand même se sûr. rendre compte que ce sont des gens qui ont un peu sacrifié leur vie pour nous divertir. Ils ne nous doivent rien. Et ça, c'est une Mm, phrase que je dis souvent. Les artistes ne nous doivent rien. Ils sont pas là pour nous. Ils sont mm. pas là pour les éditeurs. C'est pareil, tu vois. Donc, enfin, selon moi. Donc Bien voilà. Et sûr. pour Oshii et Kawajiri, on verra. Et ouais, donc Yoshiaki Kawajiri, bon Mamoru Oshii et forcément Pinours qui dit Musashi Gundo. Écoutez, arrêtez de le bombarder, il a déjà beaucoup de travail, laissez-le, on verra. Arrêtez. Bon, Bah, c'est vrai bah que écoute, c'est ça. Le truc, c'est que tu peux jamais te dire, moi, j'aimerais faire ça. Tu vois, c'est pas notre fanzine à jouer moi. Donc, hmm, malheureusement, tu fais une couverture, tu marques Yoshiaki Kawajiri en couverture, personne, personne va réagir. bien sûr. À part la fanbase comme nous, etc. Ça fait longtemps qu'il n'a plus rien fait. Ninja Scroll, c'est un carton aux US, pas vraiment en France. Enfin bref, tu vois, c'est délicat. Donc on doit Hmm. toujours, malgré tout, jongler avec ça. Bah, c'est comme, moi, c'est comme, pour reprendre l'exemple de Rumiko, autant Ranma 2000 et Lamu, ça parle à des gens en France, Inuyasha, en Amérique du Nord, oui, en France, pas tant que ça. Hein. Donc, C'est une des plus voilà. mauvaises ventes d'anime. Enfin, pas des plus mauvaises ventes, mais c'était un échec, la cover Ranma. Yvan le répète assez souvent. Donc, ouais, il y a des choses comme ça, c'est délicat. Donc, il y a un travail de fond à faire plus que. Mais bon, ça touche pas que ces œuvres-là. Il y a toute une partie, de toute façon, de la culture manga et animé qui est ignorée en France. Et comme je dis, c'est à ceux qui ont la chance de pouvoir la promouvoir ou d'essayer d'en parler, de faire plus, de faire mieux. Donc, à nous de trouver des idées. C'était quand on avait reçu Dimitri Steraki, il a balancé une petite crotte de nez aux fans de Dragon Ball parce qu'il en avait marre de les entendre dire oui, il a été précurseur sur tout, il a tout inventé. Et il a dit non, déjà, il n'a pas été précurseur sur tout, et il a dit et surtout, il s'est inspiré de pas mal de choses. Et donc, ouais, effectivement, on a beaucoup de méconnaissances, on regarde trop avec nos yeux de gaijin l'histoire de l'animation et du manga. Bah, surtout Dragon Ball, qu'on dise qu'il a souvent mieux fait que les autres, oui,
Mais dire qu'il a tout inventé, non, enfin, absolument pas. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment pas. D'ailleurs, c'est Senseiya qui sauve l'animé Dragon Ball. Euh, donc, non, non, ouais, Mais bon, il y a plein de choses comme ça. C'est difficile aussi de connaître la vérité, attention, hein, parce que quand tu Bien parles sûr. même quand tu parles aux artistes, la mémoire, elle est parfois confuse. Est-ce qu'ils sont de bonne foi? Est-ce que c'est leur ressenti qui parle? Donc, il n'y a pas vraiment de vérité comme ça tout établi. Notre rôle, c'est pas d'établir une vérité, c'est de relayer un maximum de sources d'informations et de faire un petit état des lieux. Il n'y a jamais Bien sûr. de vérité, tu vois. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Un petit mot pour la fin. Oula, petit mot pour conclure. Bah, désolé si j'ai beaucoup parlé. Mais Euh, on t'a invité pour ça, tu rigoles? oui, bah, en tout cas, voilà. Moi, c'est simple, hein. Prêtez attention à Animeland, essayez d'y jeter un œil si vous en croisez un dans un kiosque. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, dites-nous pourquoi. N'hésitez pas. Hmm, Et puis voilà. C'est quand même, en réalité, on a assez peu de médias en France pour défendre cette cause, cette culture. Il y en a, ça se compte sur les doigts de la main. Donc, si on veut essayer de garder un discours, de garder aussi une certaine neutralité, parce que nous sommes capables de dire que tel animé est mal foutu, que tel événement a eu lieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines RP qui s'insurgent un peu quand on est capable de critiquer certaines œuvres, parce qu'elles pensent qu'il suffit juste de nous mettre le manga entre les mains ou l'animé devant les yeux pour qu'on en pense du bien. Donc ça, c'est un vrai fléau, selon moi. Donc, si on veut garder un esprit critique, continuer de soutenir les blogs, continuer de soutenir les blogs indépendants, les fans d'animé et de mangas indépendants qui ont une parole libre. Nous, on en fait partie. On est un média indépendant, on n'appartient à aucun groupe, on n'a aucune subvention, on n'a pas un centime de subvention. Je me bats tout le long de l'année pour amener de la pub dans le magazine et je ne vends à aucun moment la parole du magazine. Euh, vous pouvez prendre, voyez, par exemple, les pubs qui sont derrière, c'est Pika. À aucun moment on dit que Pika c'est le meilleur éditeur du monde et quand on critique ces mangas, on dit ce qui ne va pas aussi. Donc voilà, si on veut espérer garder un discours, une critique en France sur le manga et l'animation, il faut soutenir tous les acteurs indépendants. Évidemment, on peut pas soutenir tout le monde parce que le budget il n'est pas extensible et que les bien mangas sûr. ça coûte de plus en plus cher, que les magazines ça coûte de plus en plus cher, les abonnements ça coûte de plus en plus cher. Mais si jamais vous tombez sur un Animeland et que vous l'aimez, n'hésitez pas à le défendre sur vos réseaux. Ça nous aide toujours. Parce que pareil, hein, on fait avec très très peu de moyens pour construire le mag, pour le promouvoir. Donc toute aide est la bienvenue. Très bien. Eh ben, on sera. Bon, on a essayé d'en faire un peu la promo à notre petite échelle sur Radio Dojo, hein, en espérant que ça aide. Et on mettra du coup les liens vers les numéros en question dans la description de la rediff. Donc bah écoute, bah merci encore à toi d'avoir accepté notre invitation pour Radio Dojo. Bah merci, Euh, merci beaucoup. et On va relayer merci à... évidemment. Demain, ce sera sur les comptes d'Animeland. On relaiera Oh, tout ça, évidemment. bah merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à, à ce numéro de Radio Dojo. J'espère qu'il vous aura plu. Rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. Je ne vous donne pas le nom de l'invité, comme vous savez, je vous le réserve la veille de l'émission. Donc Bruno qui nous montre les numéros en question avant de conclure. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la